Si on doit retenir un seul objet en lien avec le paranormal et l'au-delà, c'est bien sûr la table de Ouija. De nombreuses histoires plus ou moins étranges sont étroitement liées avec cet objet, au point que des films lui sont dédiés. Et ce sont certaines de ces histoires qu'on va découvrir aujourd'hui dans la petite histoire du paranormal. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal. Moi c'est Florent Mounier et je vais vous narrer cet épisode écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, merci à vous de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Vous nous écoutez via votre appli de podcast préféré. Et nous, aujourd'hui, on remercie Castbox pour nous avoir mis dans sa sélection éditoriale. La petite histoire fait donc partie des podcasts préférés de Castbox. Allez, aujourd'hui, on se penche sur un classique du paranormal, la table de Ouija, censée permettre la communication avec des esprits. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Les origines de la table de Ouija remontent à l'âge d'or du spiritisme et, pour être plus exact, à l'année 1890. En effet, c'est cette année-là qu'un homme, Bond, Elijah Bond, un avocat et inventeur américain, invente la table de Ouija. Alors pour le nom, Ouija, la légende raconte que lors de la première séance de spiritisme pratiquée par la belle-sœur de Elijah, celle-ci aurait demandé aux esprits quel nom ils voulaient qu'on donne à cette planchette. Les esprits auraient indiqué les lettres O-U-I-J-A. La belle-sœur aurait alors demandé quelle était la signification de Ouija, ce à quoi les esprits auraient dit « Bonne chance ». Le ton est donné, clairement. Alors spiritisme, oui, mais capitalisme surtout. Oui, parce que Elijah s'associe très vite avec Charles Kennard pour fonder la Kennard Novelty Company, une entreprise qui est créée à Baltimore, aux États-Unis. Et c'est en 1891 que cette entreprise va déposer le brevet de la table Ouija. En 2 ans, c'est pas moins de 6 usines aux États-Unis et 1 usine en Angleterre qui vont ouvrir pour produire, entre autres, des tables de Ouija. Quelques temps plus tard, Elijah et Charles quittent la direction de l'entreprise et sont remplacés par William Fuld. William prend la tête de l'entreprise. Et forcément, comme tout bon chef d'entreprise qui se respecte, il va tester les objets que lui-même vend. Il va donc tester la table Ouija. William commence avec une séance de spiritisme qui se passe plutôt bien, même très bien, et c'est lors de cette séance que les esprits lui auraient conseillé de construire une nouvelle usine. Une usine à plusieurs étages, histoire d'agrandir son business. Et c'est ce que William va faire quelques années plus tard. Sauf que c'est cette usine qui va causer sa mort à William. En effet, le 24 février 1927, William grimpe sur le toit de son usine pour y superviser des travaux. À un moment, William prend appui sur un mât, mais le mât cède sous son poids. Et on retrouve William 3 étages plus bas. William Fuld va mourir de ses blessures à l'hôpital quelques heures plus tard. Et sa mort est la première mort d'une longue série en lien avec les tables Ouija. 3 ans plus tard, nous sommes en 1930 et nous sommes cette fois-ci à Buffalo. C'est là qu'un petit garçon découvre sa maman, Clotilde Marchand, assassinée. La mère a en fait été frappée à mort avec un marteau et elle a un chiffon imbibé de chloroforme dans la gorge. Alors la police arrive sur les lieux et elle mène l'enquête. La police finit par apprendre que 2 personnes ont été vues à proximité de la maison de Clotilde quelques heures avant sa mort. La première, Nancy Bowen, une guérisseuse de 66 ans. La seconde, Lila Jimerson, une enseignante de 36 ans. Le hasard veut que quelques mois plus tôt, Bowen et Jimerson avaient ensemble utilisé une planche Ouija pour contacter l'esprit du défunt mari de Bowen qui était décédé plus tôt. Lors de cette séance, l'esprit avait accusé Clotilde d'avoir tué le fameux mari. En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Écoutez bien parce que c'est les feux de l'amour, concentrez-vous. Jimerson avait en fait une liaison avec Henri Marchand, qui était donc le mari de Clotilde Marchand. Du coup, Jimerson s'était mise en tête qu'il fallait qu'elle manipule Bowen, histoire que Bowen finisse par tuer Clotilde, qui était pour Jimerson une ennemie. Vous avez compris ou pas ?
Bon, au final, Jimerson, qui avait donc manipulé Bowen, a été acquitté. Et Bowen, qui avait tué, elle était donc coupable, a été libérée assez rapidement. Voilà pour cette histoire, mais attendez, il y en a d'autres, puisque 3 ans plus tard, on est en 1933, nous sommes dans une ferme de l'Arizona, et une adolescente de 15 ans va abattre son père de 2 balles. L'ado assure aux policiers que c'est sa défunte mère qui lui a ordonné de le faire, en communiquant avec elle au travers d'une table Ouija. Allez, une autre histoire autour de la Ouija. Vous le verrez, celle-ci est vraiment digne d'un scénario de film de Tarantino. Nous sommes en Floride, en juillet 1987. 4 potes, Bunny Dixon, Anthony Alan Hall, Daniel Bowen et Elizabeth Town sont réunis autour d'une table de spiritisme. Et c'est la Ouija qui les aurait tous incités à aller tuer un motard juste pour, je cite, financer un voyage en Virginie. Le plan est le suivant. Dixon et Towen vont simuler de faire de l'autostop et ils vont piéger le motard. Hall et Bowen vont quant à eux surgir de derrière pour voler le motard, l'attacher et le transporter vers un endroit isolé. Au passage, ils vont voler le motard pour $120. À peine $120. Oh, mais c'est pas grave, parce qu'ils vont ramener le motard dans un trou paumé, et c'est là que le groupe va mettre à mort le motard, tout simplement. C'est Hall qui l'a abattu, ce motard. Hall va être condamné à mort. Un vrai scénario à la Tarantino, je vous l'avais dit. Vous en voulez une autre d'histoire ? Nous sommes en février 2001. Carol Sue Elvaker va tuer son beau-fils après une séance de Ouija lors de laquelle la planche a déclaré que le beau-fils était, je cite, « corrompu par le mal ». Carol a donc écouté la planche Ouija et a poignardé son beau-fils pendant qu'il dormait. Elle a aussi tenté de tuer sa fille de 10 ans. Heureusement, la petite a réussi à désarmer Elvaker. Elvaker s'est enfuie dans une forêt, mais elle a rapidement été retrouvée par la police pour être arrêtée et jugée irresponsable de ses actes. Et d'ailleurs, à l'heure où on se parle, Carol est internée dans un hôpital psychiatrique. Vous l'aurez compris, il y a de nombreuses histoires de meurtres qui ont été associées aux tables de Ouija. Il faut savoir qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés sérieusement sur le sujet de ces tables qui bougent. Et ces scientifiques auraient trouvé une explication rationnelle. Sidney Fells, de l'Université de Colombie-Britannique au Canada, avec 2 autres collègues, se sont intéressés au Ouija après avoir vu des étudiants intrigués par cette planche lors d'une soirée spiritisme. Ils ont donc mené des expériences pour démontrer que l'inconscient pouvait influencer ce qu'on appelle les mouvements idéomoteurs. En fait, les mouvements idéomoteurs sont des processus psychologiques lors desquels une pensée ou une image mentale provoque une réaction musculaire, souvent d'un degré infime, et tout ça d'ailleurs sans que le sujet en soit conscient. Si vous avez déjà fait de la kinésiologie, les mouvements idéomoteurs, c'est ce qu'utilisent les kinésiologues pour ressentir les pensées qui vous traversent. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, vous pouvez vous procurer assez facilement une table de Ouija, puisqu'elles sont commercialisées par différentes sociétés, on peut facilement les trouver. Mais comme on dit, à vos risques et périls. Voilà pour cette petite histoire du paranormal autour de la table de Ouija. Dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà vous-même pratiqué le Ouija et si d'après vous c'est plutôt votre inconscient ou l'au-delà qui communique lors de ces séances de Ouija. Bon, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je veux juste vous rappeler que La Fabrique Audio produit d'autres podcasts, comme par exemple Les Aventuriers, un podcast autour du monde de l'aventure, des voyages et de l'expatriation. Et nous venons de réaliser un épisode spécial autour de l'échange de maisons qui, à mon avis, peut vous intéresser pour vos futures vacances. On l'a enregistré depuis une agence de voyage éphémère, Home Exchange, située dans le quartier du Marais à Paris. Vous vous souvenez sans doute du film The Holiday dans lequel on voyait Cameron Diaz et Kate Winslet échanger leur maison sans se connaître. Eh bien, c'est un petit peu de ce genre d'expérience de vacances dont on parle dans cet épisode des Aventuriers avec 2 invités, Emmanuel Arnaud, le président, directeur général de la plateforme Home Exchange, leader mondial de l'échange de maisons, et puis Camille, une voyageuse qui adore faire de l'échange de maisons
membre Home Exchange depuis 6 ans et 63 échanges à son actif. Les Aventuriers est un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde, à écouter sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.